Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de suivi de mon portefeuille PEA. Alors comme vous le voyez, celui-ci atteint désormais une valorisation de 9 193 €. Pour autant, vous allez voir que celui-ci a pas mal souffert pendant le krach boursier. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors j'ai rajouté deux points qui me semblent extrêmement importants, notamment pour les gens qui débutent en bourse. Le premier point, c'est celui-ci. Le portefeuille présenté dans cette vidéo n'a pas vocation à être répliqué, celui-ci correspondant à des facteurs, c'est-à-dire profil d'investisseur, horizon d'investissement et approche spécifiques à l'auteur de cette vidéo. Et le deuxième point important que j'ai rajouté, tout investissement boursier implique des risques, dont le risque de perte partielle ou totale de l'investissement de départ. Il est donc primordial que vous fassiez votre propre analyse avant d'investir en bourse. Autrement dit, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est qu'il est préférable pour vous d'apprendre à analyser des actions, éventuellement à choisir des ETF, plutôt que de faire confiance aveuglément à quelqu'un, que cette personne soit moi ou n'importe qui. Donc l'objectif principal de la chaîne, c'est de vous fournir suffisamment d'informations pour que vous puissiez vous former. Et le deuxième objectif de la chaîne, c'est de vous permettre in fine de devenir autonome en tant qu'investisseur de long terme. Donc on ne réplique pas le portefeuille et on procède à ses propres analyses avant d'investir en bourse. Alors comme vous allez le voir, j'ai un peu modifié le format de la présentation. J'ai inclus en fait ici une copie d'écran, ce qui me permet d'insérer de l'information que je vais pouvoir vous présenter. Donc ce que je ferai, c'est que de temps en temps, je filmerai mon écran Bourse Direct, comme je l'ai fait dans les épisodes 1, 2, 3, et de temps en temps, j'utiliserai des slides qui me permettent d'ajouter des commentaires qui peuvent être intéressants, notamment lorsque je vais commenter ma manière de construire mes lignes ou d'ajouter des positions. Alors comme on peut le voir ici, mon portefeuille PEA est désormais valorisé à hauteur de 9 193 €. Alors il ne faut pas s'y laisser prendre, puisque en fait vous voyez que le portefeuille est en forte baisse. Il est en baisse de moins 2 339 €, et je vais avoir l'occasion d'en parler juste après, donc sur ces pertes latentes et sur la psychologie qu'il faut avoir par rapport à ça. Alors, je vais commenter en fait les différentes lignes. Alors vous voyez que j'ai classé le portefeuille par poids les plus importants. Alors j'ai classé mon portefeuille en mettant les lignes les plus importantes en premier. Vous voyez le poids ici, l'allocation du portefeuille ici. On voit qu'en termes de liquidité, j'ai 907 €, donc quasiment 10% du portefeuille en liquidité. On voit également par rapport à la dernière vidéo que j'ai fait des apports supplémentaires, donc j'ai versé quasiment le double de ce que je verse habituellement. On a ici les liquidités du mois d'avril qui sont prises en compte. Alors on voit ici que j'ai quelques lignes principales et des lignes secondaires. Donc dans les lignes principales, on va retrouver Total avec 23% du portefeuille. On va retrouver un ETF Lyxor PEA Turquie, donc qui représente quasiment 19% du portefeuille. On va retrouver Renault qui représente un peu plus de 10% du portefeuille, et on va retrouver Maison du Monde qui représente quasiment 10% du portefeuille. Alors je vous présenterai ensuite cette allocation au sein d'un graphique en camembert. Alors je vais vous commenter l'évolution du portefeuille au cours du mois. Donc vous voyez, j'ai augmenté ma position sur Total, j'ai profité un peu de la forte chute des prix. On avait un prix sur Total qui est descendu très fortement et donc qui est venu toucher les 21 € de mémoire avant de remonter sur 37 €. Donc j'en ai profité de mon côté pour augmenter légèrement ma position. Donc j'ai acheté 21 actions supplémentaires, et ce qui m'a permis de baisser mon PRU qui était à 44 € et des poussières, et donc de le ramener à proximité des 39 €. Alors par ailleurs, j'ai augmenté ma position dans Maison du Monde. Le titre a baissé sous les 6 €, et donc j'en ai profité pour ajouter 32 actions Maison du Monde à mon portefeuille, ce qui me fait un total de 125 actions sur Maison du Monde désormais, et ce qui représente la 4e position du portefeuille à l'heure actuelle. Alors j'ai également doublé ma position sur Danone, ça j'en avais parlé dans une précédente vidéo. Vous voyez que j'ai désormais 8 actions sur Danone, et avec une valorisation d'environ 450 €. Alors
Mon objectif, comme j'en avais parlé dans une précédente vidéo, c'est de construire une position sur Danone, donc de construire une position sur Danone dans les mois et trimestres qui viennent, à un prix compris entre 60 et 40 euros, qui me semble, d'un point de vue technique, un prix intéressant à long terme. Pour autant, je vous invite, si la valeur vous intéresse, à faire votre propre analyse, comme j'en ai parlé dans l'introduction, mais également à surveiller les fondamentaux de l'entreprise, qui peuvent évoluer bien entendu au cours du temps. Alors, j'ai également entré en portefeuille 2 lignes supplémentaires. La première ligne, c'est une ligne Lyxor CAC 40, donc vous voyez accumulation, donc un ETF Lyxor capitalisant sur le CAC 40. Alors vous voyez que j'ai une position de 546 euros, qui est valorisée 546 euros, et donc l'idée c'est de faire grossir cette position au fur et à mesure de la baisse du CAC 40. Autrement dit, si le CAC 40 remonte, je ne renforcerai pas cette position. Par contre, si le CAC 40 venait à redescendre sur 3600, 3800 points, voire plus bas, je renforcerai bien entendu cette position. Donc l'idée d'avoir ce genre de position, c'est d'avoir une position diversifiée, et c'est-à-dire une position beaucoup moins risquée que sur des titres individuels. Vous voyez que dans mon portefeuille, j'ai ici des titres assez risqués, comme Renault par exemple, mais également comme Airbus, que je vais présenter juste après. Donc l'idée d'avoir un ETF CAC 40, c'est vraiment de pouvoir profiter des soldes, alors peut-être du début des soldes, personne ne sait si le crack et la chute des prix sur le marché boursier va durer ou non. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo que j'ai réalisée sur les cracks boursiers, je mettrai un lien en haut à droite. Et donc il est important, je pense, de pouvoir profiter des soldes entre guillemets, tout en limitant le risque du portefeuille. Et donc le fait d'acquérir des ETF sur le CAC 40 est un moyen de réduire mon risque par rapport aux actions individuelles que je possède en portefeuille. Puisque sur un ETF, vous avez un risque de type systémique, donc c'est-à-dire c'est le risque du marché, vous subissez le risque du marché, alors que sur une action, vous subissez non seulement un risque systémique, mais également un risque idiosyncratique, donc un risque qui est propre à l'action. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai également commencé à construire une position sur Airbus. On voit, j'ai acheté 4 actions ce vendredi, donc à un cours de 49,95 et donc ce qui me fait un PRU après les frais de 50,19 €, 50,20 € quasiment. Et donc ce que je vais faire tout de suite, c'est vous présenter les raisons qui m'amènent à construire une ligne dans Airbus. Alors juste 2 mots sur ce portefeuille. On peut voir ici qu'en fait j'ai des valeurs qui sont plutôt risquées comme Renault, également comme Inat Pharma qui est une valeur spéculative. Et d'ailleurs pour ceux qui ont suivi un peu le cours, on a clôturé la semaine à 5,63 €, pour autant le cours a quasiment perdu 50% en 10 jours environ. Donc le cours a plongé de 50% quasiment et est remonté à ses précédents niveaux. Alors je n'ai pas touché à ma position, je l'avais annoncé, j'avais annoncé que je ne renforcerai pas cette position, c'est une position spéculative, c'est une position que j'ai l'intention de conserver en portefeuille. En tout cas pour le moment à ce prix. Bien entendu si la position venait à doubler ou tripler, peut-être qu'à un moment j'allégerai cette position. Voilà, donc on va passer à Airbus et je vais vous présenter un peu les raisons qui m'amènent à m'intéresser à Airbus. Alors comme vous le voyez ici, j'ai récupéré 2 graphes d'Airbus donc sur Google Finance, et donc vous avez le graphe d'Airbus ici à gauche, donc le cours de bourse d'Airbus ici à gauche, et vous avez ici une comparaison des cours d'Airbus et de Boeing. Alors pour le cours d'Airbus, vous voyez, on est à 49,50 €, on a clôturé vendredi à 49,50 € et on est passé d'un cours de 141 € ici à 49,50 €. Alors vous allez me dire, pourquoi pas, c'est un titre en forte baisse, etc. Mais alors ce qui est impressionnant, c'est la vitesse de la baisse, c'est-à-dire que c'est une baisse qui a eu lieu en un mois environ. Donc le titre a perdu 2/3 de sa valeur en un mois seulement. Autrement dit, quand on regarde son graphe, on peut penser que si le titre venait à baisser encore pendant un mois, celui-ci pourrait valoir 0 €. Ok. Alors, quand on regarde ici les informations que nous fournit Google Finance, on voit que Airbus a une capitalisation boursière de 38 milliards d'euros environ, donc c'est une large cap. On se rappelle qu'il y a un mois seulement, Airbus était une méga cap, on était à plus de 100 milliards d'euros. Et alors, quand on compare les graphes d'Airbus et de Boeing, on voit que les deux ont plongé de la même manière. Autrement dit,
plus aucun gérant de fonds, plus aucun gérant de portefeuille ne veut ni d'Airbus ni de Boeing. C'était deux valeurs stars il y a un mois, et désormais plus personne n'en veut. Alors, ce sont des valeurs extrêmement cycliques, on est d'accord, on le voit ici, vous voyez, on rentre en récession ici en 2001-2002, donc récession, et on voit qu'en fait les deux plongent également. On rentre en récession ici en 2008-2009, les deux plongent également, et donc le marché sait très bien qu'on va rentrer en récession, et donc les deux titres plongent également. Alors ce qui est étonnant ici, c'est la rapidité du plongeon, c'est-à-dire que les titres, vous voyez, un investisseur qui réinvestit en 2001 par exemple, donc ici, ou en l'an 2000, aurait vu ses investissements dans Boeing lui rapporter 800% environ, et ses investissements dans Airbus lui rapportaient environ 600%. Et vous voyez qu'aujourd'hui, en fait, ce même investissement de départ rapportera à l'investisseur qui n'a pas vendu ses titres 132% sur Airbus et 180% sur Boeing. Autrement dit, une grande partie des plus-values latentes réalisées sur Airbus et Boeing au cours des 20 dernières années ont été éliminées en un mois seulement. Donc on a affaire ici à une chute vertigineuse. Le marché en fait est en train de penser que Airbus et Boeing peuvent faire faillite. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Airbus et Boeing peuvent réellement faire faillite? Alors en ce qui concerne Boeing, en fait j'ai regardé un peu les chiffres au niveau des fondamentaux. Les chiffres sont beaucoup moins bons que pour Airbus. Donc on va dire que Boeing apparaît en tout cas à mes yeux, et ça reste une opinion personnelle et non un conseil d'achat ni de vente, mais on va dire que Boeing reste à mes yeux une société qui présente beaucoup plus de risques qu'Airbus. Alors on va rapidement regarder l'analyse technique d'Airbus, et on jettera ensuite un coup d'œil au bilan d'Airbus pour voir en fait si le titre est solide ou pas, et pourquoi j'ai commencé à construire une ligne sur Airbus. Alors si on regarde l'analyse technique, donc je vous renvoie à la vidéo d'analyse technique que j'avais réalisée sur Airbus. J'en avais parlé dans les vidéos sur le krach boursier, donc je vous remettrai un lien ici si vous voulez aller consulter ces vidéos. Alors ce qu'on voit sur Airbus, c'est qu'effectivement Airbus était sorti d'un canal horizontal en 2012 et avait connu une hausse très importante et spectaculaire jusqu'au mois de février 2020. Alors ce qu'on voit ici, c'est qu'on a une formation en double top, ou formation en double sommet, avec une ligne de coup matérialisée en rouge ici, et donc on a deux objectifs. Un premier objectif qui est le report du premier sommet, donc ici, avec un objectif à 56,60 € qui a déjà été atteint, et on a un deuxième objectif qui est le report ici du deuxième sommet, donc ici, avec un objectif à 33 €. Alors on peut se dire, si le cours va à 33 €, pourquoi là je commençais à l'acheter ici à 49 €? Alors la raison est simple, c'est qu'en fait quand on a ce genre d'objectif, déjà personne ne sait si le deuxième objectif sera atteint. Généralement le premier objectif est atteint, d'accord, quand on a une cassure en clôture mensuelle, donc cassure en clôture mensuelle de la zone de coût, donc cassure largement en dessous, généralement le premier objectif est atteint. Pour autant on ne sait pas si le deuxième objectif sera atteint, comme on ne sait pas à quel moment celui-ci sera atteint. Donc on pourrait tout à fait avoir un rebond en direction ici de la ligne de coût, donc c'est-à-dire on pourrait tout à fait avoir un rebond en direction des 70 €, voire des 80 €. Vous voyez ici qu'on a un canal ascendant en rose, donc j'ai continué celui-ci avec des pointillés, et donc on pourrait tout à fait imaginer que le cours à un moment vienne faire un pullback sur cette zone, donc ce qui pourrait nous ramener dans la zone des 80 €. Ça c'est le premier point. Donc l'idée pour moi, c'est de commencer à construire une position. Alors comme vous l'avez vu, ma position est vraiment toute petite, puisqu'il s'agit, j'ai juste mis sur la table 200 €, donc c'est rien du tout. Mais l'idée est vraiment de rentrer à petits pas pour construire ma position dans le temps. Pourquoi? Parce que cette crise pourrait durer, donc on l'a dit dans une précédente vidéo, cette crise pourrait durer entre 3 mois, 6 mois, voire 3 ans. C'est pas impossible. D'accord? Donc il est important de rentrer à petits pas. Pour autant, j'estime que la valeur potentiellement peut valoir beaucoup plus que 49,50 €. Donc l'idée pour moi, c'est de construire ma position lentement mais sûrement, et donc au cours des mois et trimestres qui viendront. Et si jamais le cours redescend sur 33 €, voire si le cours redescend dans cette zone, donc dans ce canal horizontal en bleu, eh bien je continuerai à construire ma position sur Airbus. Bien entendu, sauf si les fondamentaux changent. D'où l'intérêt de suivre les fondamentaux et de regarder un peu ce qui se passe au niveau de la trésorerie d'Airbus.
Alors, comme vous le voyez, je suis allé jeter un œil au bilan d'Airbus, hein. J'ai récupéré les informations, donc les 5 derniers bilans d'Airbus, et donc on va regarder quelques chiffres de ce bilan pour voir un peu la solidité financière d'Airbus. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'en termes de trésorerie, en fait, Airbus dispose d'environ 12,5 milliards d'euros de trésorerie à fin 2019, donc au 31 décembre 2019. Le deuxième point important, c'est que la différence entre les actifs circulants ici et les passifs circulants sont relativement faibles, hein. On a une différence d'environ 6 milliards d'euros, puisqu'on est ici en euros. Et donc Airbus a largement la trésorerie suffisante pour pouvoir faire face à ce décalage entre les actifs circulants et les passifs circulants, qui, je vous le rappelle, au niveau des passifs, sont des choses qui vont devoir être payées dans l'année, donc au cours des 12 prochains mois. Donc Airbus a priori a suffisamment de trésorerie pour faire face à ce décalage. Quand on regarde les actifs circulants, on voit qu'on a 31 milliards environ de stock, c'est-à-dire 31 milliards d'avions et d'hélicoptères, hein, puisque je vous rappelle qu'Airbus fait des avions, des hélicoptères, mais aussi des satellites et aussi des avions pour l'armée. A priori, la majorité de ces stocks vont réellement être livrés. Ce qui va davantage poser problème, c'est les commandes, donc c'est-à-dire tout ce qui n'a pas encore été fabriqué. Et ça peut impacter les résultats d'Airbus à horizon 2021, 2022 et beaucoup plus tard. Puisqu'en général, dans cette industrie, entre le moment où une commande est passée et le moment où l'avion est livré, il se passe entre 5 et 7 ans. Ce qu'on voit ici, vous voyez, entre 2015 et 2019, c'est qu'on voit que la dette à long terme d'Airbus n'a pas réellement augmenté, donc elle est a priori bien gérée, puisqu'on a une dette long terme comprise entre 35 et 40 milliards en moyenne sur la période. Et vous voyez que la dette long terme n'est pas à son plus haut historique. Alors du côté du bilan, Airbus apparaît quand même relativement solide. Et alors ce qu'on peut voir ici, j'ai récupéré cette information sur une présentation d'Airbus, donc publiée le 23 mars 2019. Et alors ce qu'on peut voir ici, c'est que Airbus a réussi à obtenir une ligne de crédit de 15 milliards d'euros supplémentaires. Donc ça c'est important. Et elle a également annulé son dividende de 2019, donc qui devait être versé en 2020, ce qui lui permet d'économiser 1,4 milliard d'euros. Ce qui fait qu'au final, et c'est ce qu'elle présente ici, hein, au final, au 31 décembre, Airbus avait une liquidité, donc une trésorerie d'environ 25 milliards d'euros, donc tout compris, si on prend la position en cash et d'autres sources de financement. Alors bien entendu, Airbus a des choses à payer, elle l'explique ici, hein, en 2020 elle va devoir s'acquitter de 3,6 milliards ici, un demi-milliard ici, mais comme elle a réussi à lever une ligne de crédit de 15 milliards, au total la liquidité d'Airbus est actuellement de 30 milliards d'euros. Ce qui je pense offre une visibilité en termes de trésorerie à Airbus pour les 2 prochaines années. Alors bien sûr, ce n'est qu'une estimation, hein. C'est difficile de pouvoir prédire un peu ce qui va se passer et de savoir quelle va être la durée du confinement. Mais d'après ces chiffres, donc 30 milliards de trésorerie pour une entreprise qui pèse 38 milliards en bourse et qui va avoir des échéances de remboursement dans les 2-3 prochaines années qui sont relativement faibles, hein, ça se chiffre à quelques milliards par an, je pense que l'entreprise a de quoi voir venir. Alors ça c'était pour Airbus, alors bien entendu il va falloir suivre la position, il est possible que les gérants de portefeuille ne prennent pas le risque d'investir dans Airbus, et donc ne prenant pas ce risque, la valeur d'Airbus pourrait continuer à baisser dans les mois et trimestres qui viennent, ça c'est tout à fait possible. D'où l'idée de construire une position à petits pas sur Airbus et si possible dans le temps. Alors je reviens à mon portefeuille ici puisque j'avais dit que j'en parlerais. On voit que mon portefeuille affiche ici une moins-value de 2339 €. Alors ça c'est un point important puisque lorsque l'on investit en bourse, il faut avoir conscience de 2 choses. La première, et j'en ai parlé en introduction, c'est qu'il est tout à fait possible de perdre une valeur ou la totalité du capital investi. Ça c'est la base de la bourse, hein. Quand on investit en bourse, on a des risques qui nous offrent un rendement supplémentaire par rapport à d'autres actifs. Pour autant, ce risque est bien présent, et donc il faut en avoir conscience. Le deuxième point important qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en bourse, la bourse suit l'économie, que l'économie est cyclique, et donc on a des phases d'expansion et des phases de contraction. Et que sur les phases de contraction, bien entendu, le portefeuille va se contracter également. Alors, pourquoi ne pas faire du timing et pourquoi ne pas tout vendre ? Alors j'ai reçu des messages la semaine dernière qui me disaient l'idée c'est potentiellement de couper toutes ces positions et de rester en cash.
Alors pourquoi pas? Mais alors le problème de ce genre de stratégie, premièrement, c'est que vous n'êtes pas incité à suivre les valeurs, puisqu'on ne les a plus en portefeuille. Et donc souvent, on se dit, je reviendrai dans quelques mois à la bourse, et donc on ne suit plus ce qui se passe au niveau des entreprises. Ça, c'est le premier point important. Et le deuxième point, quand on fait ça, c'est qu'on n'est jamais à l'abri d'un fort rebond intermédiaire. D'accord? Dans les bear markets, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on a de fortes chutes, et puis pendant quelques mois, on a de forts rebonds. Alors on a assisté à un très fort rebond en quelques jours la semaine dernière et la semaine d'avant. On est remonté d'environ 15% sur le CAC 40. Alors est-ce que le marché va redescendre plus bas tout de suite ou est-ce qu'il va rebondir? Pour le moment, il est compliqué de le dire. Et donc le fait de rester investi, c'est aussi un moyen, à un moment, d'avoir des positions. Lorsque le marché remonte plus haut, on peut tout à fait alléger certaines positions. Mais l'idée, c'est vraiment de construire des positions dans le temps et donc pas forcément de se débarrasser de ces positions. À condition, bien entendu, de rentrer doucement et de ne pas mettre tout l'argent dont on dispose maintenant sur le marché. Alors, ce que j'ai fait également ici, c'est que je vous ai mis une copie d'écran de la description de mes vidéos de portefeuille. Donc, dans la description de mes vidéos de suivi de portefeuille PEA, ce que vous trouvez toujours, c'est cet explicatif. Et donc, vous voyez qu'ici, j'ai encadré en rouge 2 points importants. Le premier, c'est que j'ai un profil d'investisseur dynamique et dans lequel j'explique que le risque de chute du portefeuille de 50% ou plus est parfaitement accepté à court terme et à moyen terme. Donc à moyen terme, ça veut dire à 3, 4, 5 ans, d'accord, puisque j'ai un horizon d'investissement à 30 ans. Donc ça, c'est un point important, le risque de chute du portefeuille de 50% ou plus est accepté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que effectivement, un portefeuille boursier peut reculer, peut baisser de 50% sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Et donc, c'est un risque qu'il faut connaître. On ne doit pas investir en bourse si on n'a pas compris ou si on n'a pas accepté le fait qu'on puisse perdre 50% de la valeur de son portefeuille. Le deuxième point important, et ça c'est ma stratégie, je recherche des entreprises mal aimées, donc des actions décotées, en panne de croissance, donc croissance passagère, ou en proie à un environnement macroéconomique compliqué, donc c'est-à-dire situation de krach ou de crise de change, notamment pour les ETF. D'accord, mais des entreprises de bonne qualité, ou des ETF de bonne qualité. D'accord, donc c'est vraiment des risques qui sont acceptés, et donc ce genre de moins-value ne m'empêche absolument pas de dormir la nuit. Et donc il faut bien avoir conscience quand on investit en bourse que des moins-values, on va en avoir de temps en temps, et donc ça peut durer, ça peut aller sur des périodes de 3 mois, 6 mois à 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. L'idée, c'est vraiment d'investir à long terme pour pouvoir faire grossir son portefeuille à long terme. En gardant en tête qu'à long terme, les actions surperforment le reste des autres actifs. Alors, on va maintenant s'intéresser à mon portefeuille PEA sur Google Sheets et je vais commenter quelques données intéressantes. Alors, la première chose ici que je vais commenter, ce sont les moins-values latentes. Comme on peut le voir ici, j'ai des moins-values latentes sur toutes mes lignes. Alors bien entendu, on est dans une situation particulière, puisqu'on est dans un bear market. Et donc le principe des bear markets, c'est que le marché est baissier et donc l'essentiel des valeurs sont baissières également. Alors j'aimerais ici attirer votre attention sur l'utilisation ou non d'un stop loss. Alors on peut lire parfois dans certains ouvrages financiers qu'il est bon d'utiliser des stop loss, c'est-à-dire qu'on met un stop loss si jamais le cours de l'action descend au-delà d'un certain seuil, cette action est vendue automatiquement dans le marché. Alors pour ma part, je ne considère pas que l'utilisation des stop loss soit pertinent pour un investisseur de long terme et je vais expliquer pourquoi. Alors les stop loss au départ sont utilisés par les traders. C'est-à-dire qu'un trader, avant de prendre une position, va calculer son risk-reward ratio, c'est-à-dire son ratio rendement-risque. Et donc généralement ce qu'on fait en trading, c'est lorsqu'on prend le risque de perdre 1 euro, le but est d'en gagner au moins 2. Alors par exemple, si je prends une position sur un titre à 100 euros et que je pense que le titre va aller à 125 euros, c'est-à-dire un gain de 25%, l'idée c'est d'avoir un ratio bénéfice-risque au moins de 2 pour 1, c'est-à-dire un gain de 25% pour une perte potentielle de 12,5%. Alors ça c'est le premier point important. Maintenant pour un investisseur de long terme, le ratio bénéfice-risque ne se calcule pas à court terme, mais se calcule à long terme.
C'est-à-dire qu'en utilisant un stop loss, on raisonne comme un trader et non comme un investisseur à long terme. Pourquoi? Parce qu'un titre peut perdre 50% de sa valeur. D'accord, donc on prend un titre qui cote 100 euros, il descend à 50 euros, il a perdu 50% de sa valeur. Pour autant, le titre peut ensuite être multiplié par 10 par exemple. Ce qui veut dire que le titre peut passer de 50 euros à 500 euros. D'accord, donc ce qui veut dire qu'au départ le titre est à 100 euros, il descend à 50 euros et il passe ensuite à 500 euros. D'accord, alors sur très longue période, on est d'accord. Mais l'idée, c'est que mon bénéfice-risque ici, donc ma chute de 50% correspond à une perte de 50 pour un gain potentiel de, donc je pars de 100 à 500 pour un gain potentiel de 400. D'accord, ça veut dire que je risque 0,5 pour un gain de 4. D'accord, donc mon ratio bénéfice-risque est extrêmement intéressant. Alors je parle ici bien entendu de valeurs cycliques, potentiellement risquées, donc ce sont des valeurs qui peuvent faire faillite. Pour autant, lorsque ces valeurs ne font pas faillite, lorsque la reprise économique se fait jour, ces valeurs ont des potentiels de reprise extrêmement importants. D'accord, donc pour moi il est important quand on est investisseur de long terme de bien comprendre qu'effectivement son ratio bénéfice-risque n'est pas calculé de la même manière que pour un trader. Un trader va raisonner à court terme, un investisseur à long terme va bien entendu raisonner à long terme. Alors par exemple, Peter Lynch indiquait qu'il n'utilisait jamais de stop loss et qu'en fait il renforçait ses positions à chaque fois qu'un titre perdait 20-25% sans problème, et que pour lui ça faisait partie de la manière de construire une ligne dans un portefeuille de long terme. Alors ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ici les dividendes anticipés pour 2020 et on va voir qu'ici on a eu pas mal de modifications dans ce tableau. Donc on voit ici qu'on a un dividende qui a été quasiment doublé donc sur le titre Total, qui s'explique par l'augmentation de la position sur le titre. On voit également que le dividende a légèrement baissé sur le titre Société BIC, donc ici. On voit que Maisons du Monde, a priori, va augmenter son dividende. Alors, je ne suis pas au courant des dernières informations, il faudra voir ce que ça donne. On voit que Telsat, pour l'instant, maintient son dividende. Alors, c'est pareil, il faudra voir ce que ça donne. Et on voit que Renault a annulé son dividende, ou va annuler son dividende, et Danone a reporté le paiement du dividende. Donc, le dividende était prévu en mai, celui-ci est reporté, donc peut-être plus tard dans l'année 2020, puisque Danone a reporté son assemblée générale, ou éventuellement au cours de l'année 2021. Ça, c'est une autre possibilité. Alors un point important ici, c'est qu'effectivement, quand on investit, quand on construit un portefeuille uniquement basé sur les dividendes, en période de crise, ces dividendes ont tendance à être réduits ou supprimés. Ce qui veut dire qu'en fait, quand on construit un portefeuille à dividendes, il est important d'anticiper ces phases de contraction et donc de réduction des dividendes, et donc qu'au cours des bonnes années, il peut être pertinent de mettre une partie des dividendes de côté. Voilà, donc ça, je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir ultérieurement. Alors, au niveau de l'allocation du portefeuille, ce qu'on peut voir, c'est que le portefeuille est maintenant constitué à 10% de liquidité, à 19% d'un ETF Lyxor PEA sur la Turquie, à 6% d'un ETF sur le CAC 40, à 23% de Total, donc ensuite on a des actions, donc Total 23%, Renault 11% quasiment, 10,8%, Airbus 2,2%, Maisons du Monde 9,6%, Danone, vous voyez 5%, Société BIC 2,7%, Eutelsat Communications 6,7%, et enfin Inat Pharma 5,5%. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure que le temps passe, mon portefeuille PEA évolue. On voit qu'on a des ETF et des actions potentiellement risquées, comme l'ETF Lyxor PEA Turquie ici, comme Total qui est très cyclique, mais qui s'est bien repris récemment. On a également Renault, potentiellement risqué, valeur très cyclique, et on a Maisons du Monde, valeur risquée dans la mesure où si le confinement venait à durer longtemps, bien entendu le titre pourrait avoir des problèmes de trésorerie. Alors pour l'instant on n'est pas du tout dans ce scénario là, mais il faudra voir ce qu'il se passe au cours du temps. Alors en termes d'allocation du portefeuille par taille d'entreprise, on voit toujours qu'il y a en portefeuille 10% de liquidité, que le portefeuille est constitué à 23% de méga cap et à 24% quasiment de large cap, qu'il est constitué à 28% de mid cap et à 15% de small cap.
Alors par rapport à l'allocation cible, hein, j'avais mis 10% de liquidité, on voit qu'on y est. J'avais mis 40% de méga cap et de large cap, on voit qu'on est un peu au-dessus puisque l'ensemble fait 47% quasiment. J'avais mis 25% de mid cap, on est à 28%. Et j'avais mis 25% de small cap, on est à 15%. Alors pourquoi 15%? Parce qu'en général, les small cap sont à privilégier en sortie de crise et non pas en début de crise. Alors bien entendu, si la crise venait à durer, c'est le genre de valeur qu'il est préférable de rentrer en portefeuille ultérieurement. Donc voilà, il faudra voir un peu l'ampleur de l'impact sur les small caps. Bien entendu, si le choc venait à persister au cours des mois qui viennent, notamment sur les small caps, je pourrais éventuellement entrer de nouvelles valeurs. Alors on va terminer cette présentation, donc je ne vous présente pas l'allocation par devise, hein. On a une augmentation de l'allocation en euros, le reste n'a pas changé. Et je termine ici ma présentation sur l'allocation à la Peter Lynch. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai réalisée sur comment investir comme Peter Lynch. Alors comme vous le savez, Peter Lynch répartit les entreprises en 6 catégories. Donc les fast growers, donc des entreprises à forte croissance, les cyclicals, des entreprises cycliques, les turnarounds, donc les potentiels recovery, les asset plays, donc là c'est quand on a des actifs très intéressants et qui sont très mal valorisés, notamment après des catastrophes industrielles par exemple, des stalwarts, donc ce sont des entreprises piliers, il y a quand même une bonne croissance à long terme, et des slow growers qui sont plutôt des utilities et des entreprises qui versent de bons dividendes. Alors quand on regarde l'allocation de mon portefeuille à la Peter Lynch, alors hors ETF c'est pas vrai, j'ai fait une erreur ici, en fait c'est incluant les ETF, pourquoi? Parce que je les ai inclus ici. Et donc en fait je suis parti du principe que chaque ETF, en fait chaque indice a une dominante en termes de catégorie, et donc j'ai inclus la catégorie dominante ici. Ce qui nous permet d'avoir une idée, ce n'est pas une représentation exacte, mais ça permet d'avoir une idée sur la composition du portefeuille. Alors quand on regarde la composition du portefeuille en détail, ce qu'on voit, c'est qu'en fait mon portefeuille est constitué essentiellement de valeurs cycliques, donc de valeurs potentiellement dangereuses et risquées dans la période actuelle, puisque les valeurs cycliques sont les valeurs qui souffrent le plus lors des crises économiques. Donc portefeuille potentiellement risqué ici. J'ai également 12% donc dans des valeurs de turnarounds. Donc ici vous voyez j'ai supprimé la liquidité, hein, ce qui modifie un peu les pourcentages. Donc turnaround c'est pour Renault, hein, qui est une valeur qui sera potentiellement, si ça marche, une valeur de recovery ensuite. On a des stalwarts, donc des piliers ici, on retrouve des valeurs comme Danone. On a des stalwarts ici, donc on retrouve des valeurs comme Danone par exemple, et on a des slow growers ici, donc 10% du portefeuille, et on trouve également 6% de fast growers. Alors quand je compare mon allocation à l'allocation qu'utilisait Peter Lynch, hein, qui je vous le rappelle était le gérant du fonds Magellan, qui est le fonds qui a le mieux performé entre 1977 et 1990, avec une performance annuelle de 29%, 29,3% pour être précis. Et donc quand je compare mon allocation à l'allocation privilégiée de Peter Lynch, on voit que Peter Lynch investissait en moyenne 30 à 40% dans des fast growers, alors que j'ai que 6% de fast growers, donc c'est peut-être une partie sur laquelle je dois me concentrer davantage. On voit également que Peter Lynch avait une allocation de 10-20% dans les stalwarts. Et donc là, je suis plutôt en ligne avec l'allocation de Peter Lynch. On voit également que Peter Lynch avait une allocation de 10 à 20% dans les valeurs cycliques. Donc a priori 20% en fin de cycle et 10% pendant les cycles baissiers. Donc on voit ici que je suis à 60% dans des valeurs cycliques. Ce qui veut dire que mon exposition aux valeurs cycliques est bien trop importante pour le moment. Alors bien entendu, mon portefeuille est en construction et donc celui-ci va évoluer, ce qui veut dire qu'à terme, en fait, l'allocation dans les valeurs cycliques devrait relativement baisser. Alors on voit que Peter Lynch investissait de temps en temps dans les turnarounds, on voit qu'ici j'ai 12% de turnarounds si j'inclus Renault ici, et on voit également que de temps en temps Peter Lynch investissait dans des slow growers ou des asset plays, on voit ici que j'ai 10% environ de slow growers. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Donc ce qu'on retiendra, c'est que le portefeuille a été quand même bien impacté par le krach boursier en cours et par le bear market en cours. On voit que toutes les valeurs de mon portefeuille ont été impactées et sont dans le rouge. On voit que le portefeuille affiche une moins-value latente d'environ 20-21%. Et donc,
on voit que par rapport à mes apports, vous voyez, j'ai un total d'apport de 11 600 € pour un portefeuille qui est valorisé à 9 193 €. Et donc, je veux être totalement transparent ici. Et donc, je le répète ici, il est très important lorsque l'on investit en bourse d'avoir conscience des risques que l'on prend. Il faut pouvoir accepter des drawdowns de 20%, de 30%, de 40%, voire de 50%. D'accord? Donc ces drawdowns sont passagers, c'est-à-dire que ce sont des drawdowns qui vont avoir lieu pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, éventuellement 5 ans, mais qu'à terme, et en investissant de manière régulière, donc de manière mensuelle dans mon cas, mais qu'à terme, la performance du portefeuille devrait être largement positive. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce nouveau format. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker celle-ci. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne. Donc comme j'en ai parlé un peu dans les commentaires, hein, j'ai répondu à plusieurs questions. Je continuerai à poster une vidéo donc de suivi de l'évolution de mon portefeuille PEA. Donc a priori le premier week-end de chaque mois. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker celle-ci. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci, à bientôt.